Ce matin-là, la rencontre fortuite avec un homme d'une trentaine d'années me retint sur le chemin du bourg où j'avais affaire. Nous parlâmes 5 minutes, mais cela me parut 1 heure, au cours de laquelle il sembla citer pas moins de 34 règles de logique du discours. À peine avais-je ouvert la bouche qu'il m'opposait déjà un rasoir d'Occam pour trancher mon enthousiasme, ou invoquait une charge de la preuve pour étouffer mon récit. Parfois, je crus même que cet expert en bien des sujets ne put lire mon opinion profonde et anticiper ce que j'aurais dit plus tard, et cela avant même d'en avoir l'intention. Il s'empressait de nommer mes pensées biais cognitifs, avant que je n'eusse eu l'intention de les formuler. C'est l'une des grandes forces de ce genre d'esprit. Si bien qu'à plusieurs moments de son monologue, il me coupa la parole, avant même que je ne susse que j'allais la prendre, en me disant que j'avais tort de croire en telle ou telle chose. Il enchaînait si rapidement, avec une telle violence de nomenclature, me jetant au visage des corrélations illusoires et des dissonances, comme on lance des pierres, que, lorsque nous nous quittâmes, je ne parvins pas à me rappeler véritablement l'avoir salué. Le sujet de notre conversation m'avait complètement échappé, balayé par la tempête de sa méthode. J'admets avoir quelques pensées déraisonnables, mais peu d'opinions qui le soient trop, ni être particulièrement friand des débats, encore moins avec des inconnus ou des gens dont je sais l'esprit mal forgé. J'ai trop souvent constaté que, dans ces discussions, les uns écoutaient peu les autres et ne voulaient que faire valoir le peu de science qu'ils avaient acquise en préparant les échanges. Beaucoup se pensent savants sans comprendre le sens des mots et la finesse des expériences, en se cachant derrière de grands principes qu'ils interprètent à leur manière et de bien des manières. Bien souvent, des savants m'ont témoigné la supercherie de propos que j'avais cru pour fiables lors des discussions entendues au café ou apportaient encore des nuances qui, à mon oreille, faisaient toute la différence entre un esprit rationnel et un diable conversationnel. Du reste, je n'ai besoin d'aucun reposoir pour la raison humaine, et j'ai sans discontinuité préféré la compagnie des créatifs un peu loufoques qui se trompent en quelques points, plutôt que celle des sceptiques en toutes choses qui n'ont finalement rien à dire. Quand enfin j'arrivais au pas de la bibliothèque, je me souvins, un peu comme au réveil d'un rêve dont on ne garde que quelques bribes imparfaites, qu'il m'avait demandé si la route était sûre, ce à quoi il fut probable que je répondisse qu'il m'était arrivé un jour d'être assommé puis dépouillé sur ce même chemin. Ce souvenir est parfaitement vrai, mais le zététicien me rétorqua « Votre témoignage est une preuve anecdotique, sans valeur statistique. Il est donc rationnel de ne pas en tenir compte pour décider si le chemin est sûr. » Quel drôle d'oiseau tout de même. Je ne pus m'empêcher de penser que ce genre d'esprit, si prompt à débusquer l'erreur chez autrui, ne semblait pas comprendre qu'on pouvait exceller dans la science tout en nourrissant des intuitions jugées folles par d'autres. Les esprits les plus brillants savent que la curiosité ne se limite pas aux certitudes de la logique stricte. Le bibliothécaire à qui mon trouble n'avait pas échappé me fit mine de tout lui conter. Il me dit finalement « Ce sont des imbéciles que ces gens nouveaux ». Parfois, sans avoir poussé la porte de ma bibliothèque, ni fait la moindre découverte en science, ils se pensent les plus malins à toujours critiquer les autres. À quoi ils rétorquent qu'ils ont le franc-parler de ceux qui disent la vérité. Des malandrins et des fumiers, si vous voulez mon avis. Je sortis de ma besace les 3 ouvrages que j'avais empruntés, dont les délais de retour étaient dépassés de quelques jours. « Comment avez-vous considéré l'ouvrage » me questionna le bibliothécaire en me montrant la couverture d'un des 3 épais volumes décorés à la feuille d'or, 142 fables. Pompeux me vint d'abord à l'esprit. Fit le bibliothécaire, l'auteur est connu pour la lourdeur de son style, c'est vrai. Mais qu'avez-vous pensé du regard du bosquet ? Permettez que je vous rafraîchisse la mémoire. La fable du regard du bosquet. Dans un bosquet ancien, là où l'ombre des grands chênes dessine des alphabets sur la mousse, vivait l'oiseau curieux. Il aimait interroger le tissu du monde et demandait souvent à ses compagnons « N'as-tu jamais senti, dans le creux d'un silence, une présence invisible te frôler alors que tu étais seul ? Ne voyez-vous pas, dans la course des nuages, la tête d'un bouc qui nous observe ? Ou la géométrie d'un destin qui se dessine dans les vapeurs ? Ne trouvez-vous pas étrange que le souvenir d'un ancêtre surgisse en nous précisément au moment où le vent s'engouffre dans la vallée ? Comme si la nature avait une mémoire de nos deuils ? Et que dites-vous du jour où j'ai prédit que le loup arriverait, et qu'il surgit à l'instant même, alors que rien, sinon mon sang, n'en signalait la venue ? L'oiseau questionnait sans cesse ses ressentis. Il savait que ses sens étaient imparfaits, mais il préférait leur donner du sens plutôt que de les ignorer. Un matin, perché sur une branche basse, il dit à la clairière « Je le sens,
Quelqu'un m'observe, mais je ne vois personne. Le renard zététique surgit alors d'un buisson, le regard brillant de morgue. « Ah !» dit-il, « voilà notre oiseau superstitieux. Si tu ne vois personne, ton sentiment est nul. Ton loup n'était qu'un hasard, et le hasard, c'est ce qui arrive quand il n'y a pas de raison. Tu es la dupe de tes propres circuits, idiot. » Le renard décida de montrer sa supériorité et organisa des expériences. L'oiseau fut placé dans différents coins, parfois sous l'œil d'un complice, parfois seul. Le renard, le museau sur ses registres, nota chaque réponse avec une précision chirurgicale. Résultat, environ 50% de justesse. « Voyez », s'écria le renard, avec une joie mauvaise, « tu ne dépasses pas le hasard. Preuve est faite que ton intuition est une chimère. Un simple biais de confirmation. Tu es un pile ou face qui se prend pour un oracle. » L'oiseau curieux lissa ses plumes et répondit d'un ton calme. « Ton test est une cage, renard. Ici, dans ce champ vide et sans odeur, je ne puis que deviner, et le hasard me répond. Mais le hasard n'est pas l'absence de cause, il n'est que la mesure de ton ignorance. Sais-tu pourquoi je n'ai jamais ce frisson quand je vole en plein ciel? Mon impression n'est pas un dé jeté en l'air, elle est contextuelle. Elle naît du silence des insectes, ou d'une ombre furtive que mon œil capte sans que mon esprit ne sache encore la nommer. Sornette, railla le renard, ton contexte n'est que la théorie du chaos. Ce paravent de vulgarisateur qui ne comprend rien à la rigueur. Ce que tu appelles instinct n'est que le désordre de tes sens. La vieille chouette fit alors entendre sa voix. Renard zététique, tu t'égares en voulant faire la loi. Le chaos n'est pas le désordre du néant. C'est un déterminisme si sensible qu'une aile qui bat à l'orée du bois peut changer le destin du bosquet tout entier. Ni l'existence d'un signal sous prétexte qu'il échappe à ton protocole ne rend pas le ressenti imaginaire. Et renard, n'oublie pas que même les plus grands savants ont leur marotte. Newton s'adonnait à l'alchimie, Pasteur croyait à des forces vitales invisibles. Ni l'expérience vécue sous prétexte qu'elle échappe à ton protocole ne rend pas la sensation inexistante. Tu analyses la probabilité, mais tu ignores la cause profonde de l'éveil des sens. La méthode explique le monde, mais elle ne doit pas servir de mur pour s'en isoler. Le renard ricana. Tous des idiots. Je suis un loup parmi vous, et vous n'êtes que des bêtes. L'oiseau curieux murmura. Il se croit loup, mais il n'est qu'un renard colérique. Sa statistique ne change rien au tressaillement de mon sang. Le renard, loin de s'amender, quitta le bosquet pour les places publiques. Là, au royaume des bornes où les aveugles cherchent des guides, il devint un maître vénéré. Il y enseignait l'art de tout clore et de ne rien voir, s'entourant d'une cour d'adorateurs qui buvaient ses sentences comme des remèdes. On louait la cruauté de son style, prenant son art de la phrase qui fait mouche pour une preuve de vertu. Soutenu non par la reconnaissance des savants, mais par l'acclamation de ses dévots, il régnait en professeur de certitude. L'oiseau curieux, quant à lui, demeura dans l'épaisseur du bois. Il continua de sentir les regards, parfois vrais, parfois faux, et chaque sensation, accueillie avec une humble prudence, nourrissait sa vigilance et sa poésie. Il préférait l'inquiète richesse de son ignorance au trône de cuivre du renard. Le bibliothécaire referma l'ouvrage d'un coup sec. « Alors, demanda-t-il, trouvez-vous toujours ce style trop pesant ? L'auteur a le trait dur, concédai-je, mais son renard me rappelle mon interlocuteur du matin. Il prétend avoir la logique pour boussole, mais il a perdu le nord de la courtoisie. C'est que la raison, mon cher, est une arme dont on oublie souvent le fourreau. À vouloir tout disséquer pour prouver que le cœur ne bat que par réflexe, on finit par ne plus en entendre la musique. Je repris mon chemin. En repassant devant le sentier où j'avais été jadis assommé, je m'arrêtai. Par pur plaisir de contredire l'expert, je serrai fermement ma canne et pressai le pas. Une intuition joyeuse, me soufflant que la prudence, même statistiquement insignifiante, resta encore la plus belle des libertés. Moralité, rien n'est plus sot que de vouloir, par un calcul austère, chasser de nos esprits la part de leur mystère. À trop vouloir du vrai disséquer le cerveau, on finit par la sangsue et l'on perd l'oiseau. Oh, c'est là qu'il y a une seconde moralité, qui est la même à peu de choses que la première. Rien n'est plus sot que de vouloir, par un calcul austère, chasser de nos esprits la part de leur mystère. La raison sans l'élan n'est qu'un froid instrument. À trop peser l'oiseau, on perd son battement. Bon, je ne sais pas si vous avez tout compris à cette histoire, mais moi, j'en garde sinon une conviction, au moins une question. Le zététicien de chemin veut des preuves alors que le scientifique, tel que je le vois parfois, cherche des horizons.
Confondre l'absence de mesure avec l'absence de réel, c'est oublier que nos instruments sont bien petits face à l'épaisseur du monde. C'est la limite de la posture du renard, il me semble. Finir par confondre l'absence de preuve avec la preuve de l'absence. L'impression d'être vu, ce frisson de l'oiseau, n'est en soi ni vraie ni fausse. Elle est un fait brut, voire un signal encore trop fin pour nos cages de verre. Le tort du renard n'est pas de questionner ce qu'on en déduit, mais de nier ce que l'on éprouve. Car qu'importe son chiffre, la science ne devrait jamais être une porte que l'on claque sur le ressenti, mais un regard qui s'émerveille avec méthode pour en déduire la source. Entre le dogme qui fige l'expérience et l'instinct qui la fait vibrer, je choisis le chemin du bois. Car pour comprendre la vie, il faut d'abord accepter de ne pas en être le maître qui décrète, mais le témoin qui écoute.